Le dépistage du cancer colorectal repose sur la recherche de sang dans les selles par le test d'Hémoculte. Lorsque le test de dépistage est positif, c'est-à-dire dans 2 ou 3% des cas seulement, une coloscopie va être proposée afin de déterminer si les traces de sang détectées dans les selles sont attribuables ou non à un cancer colorectal. Donc question 1, c'était en vous appuyant sur l'exemple du cancer colorectal dont on parle là, définissez test de dépistage et test diagnostic en les comparant. Donc ça, c'est une question extrêmement classique. Test de dépistage, test diagnostic qu'on peut appliquer à un certain nombre de pathologies. En l'occurrence, là, le test de dépistage, ça va être l'Hémoculte, dont on vous parlait pour le CCR. Et du coup, le test diagnostic, ça va être la coloscopie. Donc, le test de dépistage, ce qu'on veut, c'est faire du dépistage. Donc, il doit dépister la maladie dans une population large qui est asymptomatique. Il y a des gens qui seront malades dedans, bien sûr, mais c'est une population qui ne se plaint d'aucun symptôme, c'est qu'on va rechercher malgré tout la maladie. C'est un test qui doit être extrêmement sensible. Ça veut dire qu'il doit limiter au maximum le nombre de faux négatifs. Il ne faut pas qu'on ait trop de personnes qui soient négatives pour ce test à tort, d'accord ? Il vaut mieux, entre guillemets, qu'ils ratissent un peu trop large, plutôt qu'ils laissent passer des gens dans les mailles du filet. Donc l'idée, en fait, ça va être d'identifier au sein de cette population générale asymptomatique une population qu'on va trouver plus à risque que les autres, parce qu'elles ont eu un test de dépistage positif, et chez qui on va pouvoir pratiquer le test diagnostique, qui va souvent être plus invasif, mais aussi plus fiable et plus précis. Ce test de dépistage, comme il est pour toute la population, il doit être peu coûteux, parce qu'on va en faire un usage de masse, et peu risqué. Il ne faut pas que les gens risquent leur vie en faisant un test de dépistage pour une maladie qu'ils n'ont peut-être pas, d'accord ? D'où l'Hémoculte. L'Hémoculte, vous le savez peut-être, c'est un petit papier, en fait, c'est des papiers que vous achetez à la pharmacie. Quand on va à la selle, en fait, vous vous essuyez avec, et selon la couleur, vous pouvez voir s'il y a du sang ou pas, en fait, dans les selles. Donc, positif dans 2 à 3% des cas, on en a dit. Si c'est positif, on fait le test diagnostic, qui dans le cas présent va donc être la coloscopie. Et donc, l'idée en fait d'un test diagnostic, ça va être de dépister la maladie dans une population déjà sélectionnée, qui est la population à risque. D'accord ? Donc, soit la population qui a un test de dépistage déjà positif, soit une population symptomatique, soit une population qui a par exemple des antécédents particuliers. Par exemple, pour le cancer du sein, des femmes dont les mères, et les sœurs et les tantes ont toutes eu des cancers du sein. D'accord ? Donc ça, test diagnostic. L'idée là, c'est d'avoir une excellente spécificité. Donc ce qu'on veut, c'est limiter au maximum le nombre de faux positifs. On ne veut pas dire que des gens sont malades alors qu'ils ne le sont pas, contrairement au test de dépistage. L'idée là, ça va être, suite à ce test diagnostic, de déboucher en fait sur un acte thérapeutique, sur un traitement, plus ou moins curatif. Donc là, bien sûr, c'est un test qui peut être plus coûteux, parce qu'il va être fait sur moins de personnes, et aussi plus invasif, parce que du coup, le rapport bénéfice-risque se place sur un autre niveau. C'est vraiment des personnes qu'on suspecte d'être malades, donc on peut se permettre d'avoir quelque chose de plus invasif et, par exemple, plus douloureux ou plus lourd. Donc test de dépistage, test diagnostic, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à connaître, savoir les différences. Test de dépistage, retenez grande sensibilité. Test diagnostic, grande spécificité. Donc question 2, on vous demande quelles doivent être les caractéristiques d'un bon test de dépistage. Donc là, premier point, on l'a vu, ça vaut 0 si vous ne le mettez pas, il doit être très sensible. Reliez vraiment dépistage, sensibilité. Par ailleurs, c'est un test qui doit être reproductible. Il faut que si la même personne passe plusieurs fois en fait ce test de dépistage, le résultat soit le même. Ce test doit être peu coûteux, comme on l'a vu, parce qu'il va être fait à une grande échelle. Il doit être valide, il doit vraiment bien coller à la pathologie qu'on étudie, être bien cohérent. Et il faut que l'acceptabilité soit de bon niveau, aussi bien pour les patients que pour les professionnels. Il faut que le patient accepte le test sans rechigner, et les professionnels aussi. Donc un test pas très invasif et pas très compliqué à faire quand c'est un soignant qui doit le faire.
Donc, question 3, du coup, quelles doivent être les caractéristiques d'un bon dépistage de masse? Donc, le premier point, c'est la bonne qualité intrinsèque du test. Donc ça, par bonne qualité intrinsèque du test, je regroupe, parce qu'on m'a posé la question, je regroupe toutes les caractéristiques dont on a parlé plus haut, d'accord? La sensibilité, la validité, la reproductibilité, le coût faible, en sachant que dans qualité intrinsèque d'un test, on met souvent en fait sensibilité et spécificité. En l'occurrence, pour le test de dépistage, ce qu'on veut surtout, c'est une bonne sensibilité, comme on l'a déjà vu. Donc, bonne qualité intrinsèque du test. Après, il va nous falloir des facteurs en fait qui vont concerner la maladie. Il faut une maladie grave, fréquente et curable. Ça, c'est 3 points essentiels. Il faut une maladie grave, fréquente, curable. Pourquoi? Parce que c'est là vraiment que le test de dépistage va prendre tout son sens et tout son intérêt. Si on a une maladie rare, faire un dépistage de masse, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'on ne va pas dépister grand-chose. Si c'est une maladie qui n'est pas curable, idem. On va dépister les gens, on va leur dire bon, vous avez cette maladie, mais de toute façon, ce n'est pas curable. Donc, ils sont bien contents, mais ça ne les avance pas tellement. Et grave, parce que dépister le rhume, par exemple, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'on en guérit spontanément. D'accord? Ça va vraiment être des pathologies, typiquement une pathologie pour laquelle le dépistage a été extrêmement développé avec succès, c'est le dépistage du cancer du sein, maladie fréquente chez la femme. C'est le premier cancer en termes de mortalité et d'incidence chez la femme en France à ce jour. C'est quand même près de 60 000 cas chez les femmes par an. C'est une maladie grave, mais qu'on peut traiter avec succès quand il est dépisté relativement tôt. Donc c'est également du coup des maladies pour lesquelles on sait qu'un traitement précoce permet d'améliorer, de limiter la morbidité et ou la mortalité. Pour le cancer du sein, on le sait. Un cancer du sein pris en charge précocement va globalement mieux guérir avec moins de séquelles qu'un cancer du sein déjà plus évolué. Il faut également des maladies pour lesquelles on a un temps de latence pendant lequel on peut la dépister. Il ne faut pas une maladie d'évolution trop rapide, sinon on ne va pas dépister grand-chose. Et il faut aussi une maladie pour laquelle on dispose d'un test diagnostique du coup fiable, qu'une fois le dépistage positif, on puisse adresser les personnes vers un test diagnostique fiable de manière assez rapide. Donc, outre les caractéristiques concernant la maladie, il y a aussi des caractéristiques importantes concernant la population cible et les pouvoirs publics. Donc, la population cible, tout d'abord, on doit l'identifier clairement. On doit savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Dépistage du cancer colorectal, c'est par exemple la population générale âgée de 50 à 74 ans. On ne va pas dépister pour le cancer colorectal les 12-15 ans, par exemple, parce que ça n'a pas vraiment de sens, c'est extrêmement rare à cet âge-là, en dehors de certaines pathologies génétiques familiales très très particulières. Il faut une population qui soit sensibilisée à la maladie et à ses conséquences. C'est indispensable d'avoir l'adhésion des personnes quand on fait de tels examens de dépistage. Donc, il faut que la personne sache que c'est une maladie fréquente, qui peut être grave, et que le dépistage a vraiment un intérêt pour elle. Il faut donc qu'elle accepte le test de dépistage. Et dernier critère que l'OMS souligne tout particulièrement, il faut que ces personnes aient accès aux tests diagnostiques et aux structures de soins. Ça à ne pas oublier non plus. Faire un test de dépistage du cancer colorectal en Afrique, dans certains pays d'Afrique où par exemple, de toute façon, il n'y a pas de chirurgie disponible du cancer colorectal, pas de chimio, pas de radiothérapie, rien. Ça ne sert à rien. On retombe sur les maladies qui sont incurables finalement. Ça ne sert à rien de dépister si on ne peut rien faire pour la personne une fois qu'on aura dépisté. Donc, troisième niveau, les pouvoirs publics. Il faut un état dans lequel cette culture en fait, du dépistage et du diagnostic soit bien organisée. Il faut que le test diagnostique et le traitement soient accessibles à la population une fois qu'elle a fait le test de dépistage et qu'il s'est avéré positif. Il faut bien que l'État se positionne en fait, sur le rapport coût-bénéfice attendu. Il faut que le rapport coût-bénéfice soit favorable à cette action de santé publique. Dans le cas contraire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de dépistage, ça veut dire juste qu'on ne fait pas de dépistage de masse, mais on pourra faire un dépistage individuel. D'accord ? Et
globalement, il faut que le dépistage s'inscrive dans une politique de santé globale au sein d'un État. D'accord ? Donc les caractéristiques d'un dépistage de masse, des caractéristiques au niveau du test, bonne sensibilité, c'est vraiment l'essentiel, liées à la maladie, grave, fréquente, curable, 3 points essentiels. Liées à la population cible, qu'on doit bien identifier, qui doit être d'accord pour faire ce test de dépistage et qui doit être vraiment sensibilisé à cette maladie-là et à ce dépistage-là. Et les pouvoirs publics, qui doivent vraiment être sensibilisés eux aussi à la maladie et pouvoir proposer un accès facile au test diagnostic, si le test de dépistage est positif, ainsi qu'au traitement de la maladie. Donc question 4, je vous demandais la différence, pour conclure, entre l'incidence et la prévalence d'une maladie. Donc ça, c'est à savoir, il y a toujours des gens qui confondent, même si on le retrouve assez fréquemment comme question. La prévalence, ça va être le nombre de cas d'une maladie donnée à un instant donné dans une population donnée. C'est en quelque sorte une photo de la population, un instant T. À ce moment précis, là maintenant, combien de personnes dans cette salle sont atteintes de grippe, par exemple, ou de myopie. D'accord ? C'est vraiment un stock de maladies à un instant donné, un stock de malades. Au contraire, l'incidence, ça va être le nombre de nouveaux cas d'une maladie dans une population donnée, du coup sur une période donnée. Par exemple, entre janvier 2010 et décembre 2010, combien d'entre vous auront développé une myopie ? Donc ça, c'est incidence-prévalence, c'est vraiment à savoir. L'incidence, du coup, ça va vraiment calculer en fait le flux de nouveaux malades. Il y a un schéma qu'on peut faire pour s'en souvenir, si vous voulez. Un moyen mnémotechnique qui pourra peut-être vous servir. Donc, imaginez que vous avez une marmite. On dit souvent que la prévalence, c'est ce qu'il y a au fond de la marmite. Et l'incidence, c'est ce qui y arrive. D'accord ? Donc, là, ce qu'il faut que vous puissiez, c'est une question qui revient aussi fréquemment, c'est qu'est-ce qui va modifier, par exemple, la prévalence d'une maladie. Ce qui va la modifier, ça va être par exemple tous les dépistages, parce qu'on va dépister des maladies plus tôt, donc il y aura plus de gens malades sur une population entière, puisqu'on saura qu'ils sont malades alors qu'avant on ne le savait pas. Ça va être aussi l'amélioration des thérapeutiques. Autrefois, la prévalence du diabète de type 1 en France était quasiment nulle parce qu'on n'avait pas de toute façon d'insuline. Donc les gens étaient diabétiques de type 1, ils mourraient dans les quelques semaines. D'accord ? Aujourd'hui, on a l'insuline. Du coup, les diabétiques de type 1 vivent longtemps. Ils ont une espérance de vie de 10 ans inférieure à la population générale, mais ça fait quand même long. Ce qui fait, au final, qu'on a une prévalence du diabète de type 1 qui augmente de manière importante. Ceci sans présager en fait de l'évolution de l'incidence, d'accord, vraiment pour la prévalence. Donc là, ce dossier-là, ce premier dossier de cette conférence, vraiment axé sur dépistage, diagnostic, je pense qu'il faut bien s'en rappeler parce que c'est une question qui peut être posée dans n'importe quel dossier. Vous n'aurez pas forcément un dossier complet sur test de dépistage et test de diagnostic, mais ça peut venir en dernière question d'un autre dossier de n'importe quelle matière. Donc retenez bien la différence, test de dépistage, grande sensibilité, population générale sans symptômes, test diagnostic, grande spécificité, population symptomatique avec des facteurs de risque particuliers. Pour des maladies, le dépistage doit s'adresser à un certain type de maladie, grave, fréquente, curable, avec une population d'accord, informée, dans une structure publique globale et avec un test de qualité, d'accord ? Et incidence, prévalence, retenez-le parce que ça, vous le verrez partout, dans tous les articles que vous pourrez lire.